Bonsoir à tous. On attaque ces 52 minutes avec la moto et le Grand Prix de Grande-Bretagne, 12e des 18 manches du championnat du monde, où les Suisses, hélas, se sont montrés trop discrets en Moto 2. Romain Rosang. Histoire de pneumatiques à Silverstone. Le crachin matinal a rendu le circuit glissant. Les pilotes, à l'image de Thomas Luthi, optent pour des pneus pluie. Un choix, dans un premier temps, judicieux. Rabat prend le meilleur départ, Luthi, 5e sur la grille, perd une place. Problème, au fil des tours, la météo s'améliore. Et un pneu pluie sur une route sèche, ça donne ça. Ceux de Luthi partent en lambeaux, le Bernois Moto 12 ne parvient pas à suivre le groupe de tête, il terminera 9e, son deuxième plus mauvais résultat de la saison. Celui qui ménage le mieux ses pneumatiques, c'est Zarco. Le Français fait cavalier seul et s'impose pour la 5e fois en 12 courses. Une victoire devant les Espagnols Rins et Rabat qui lui permet de s'envoler au classement du championnat du monde. Malgré sa contre-performance, Luthi, lui, reste 5e. Des Suisses qui, à l'image des pneus, ont souffert. Krummenacher finit 12e, Egerter 13e et Mühlhauser 23e. Et en Moto Grand Prix, Valentino Rossi signe sa première victoire à Silverstone, la 4e de la saison. Et l'Italien prend désormais seul les commandes au général. Natalie von Siebenthal est devenue l'hiver passé championne du monde des moins de 23 ans de ski de fond. Jusque-là, tout est normal et ordinaire. Mais la vie de la skieuse de fond devient peu banale en été puisqu'elle vit à l'alpage. Une vie de paysan qui est pour le commun des mortels proche d'une vie de forçat où on ne compte pas les heures de travail ni la charge de travail. La jeune bernoise ne quitterait pour rien au monde son alpage, c'est sa préparation à elle et c'est surtout son équilibre. Le magazine de la rédaction est signé cette semaine Fred Goujon, Massimo Nicolingo et Jean-Marc Rossier. Moi, je dis toujours que j'ai de la chance de pouvoir vivre comme ça parce que c'est quand même une super belle vie. C'est à 1735 mètres d'altitude à Marnay, au-dessus des Diablerets, que la famille von Siebenthal passe tout l'été. Les journées démarrent tôt, dès 6h30, pour s'occuper des bêtes. Une vie de paysan de montagne, difficile, contraignante, mais que Nathalie ne quitterait pour rien au monde. Déjà, comme bébé, on était ici en haut, donc je connais rien d'autre. Puis après un hiver comme ça, puis maintenant au printemps, j'étais contente de pouvoir ranger les skis pour un moment et puis de pouvoir monter ici. Un peu bien respirer de nouveau, changer l'air comme ça aussi. Pas tout à fait le même entraînement que ses collègues, mais chaque boy de plus de 20 kilos remplace facilement quelques séances en salle de force. À l'heure du repas, Nathalie s'éclipse et enchaîne ses travaux d'Hercule. Course à pied ou ski à roulette, c'est selon. Aujourd'hui, direction le pic Chaussy, 615 mètres de dénivelé positif, 1h30 aller-retour par 30 degrés. Une broutille pour l'une des meilleures athlètes de la région qui veille à ne pas se mettre dans le rouge. Ah oui, je la vois de nouveau. On est en train de descendre maintenant. On n'a pas poussé, hein. On a plutôt freiné. Pour que les regarde son envie. Hein. Il fallait quand même faire d'abord le métier et puis après, si elle est toujours en forme, elle peut faire du sport. Si j'ai l'impression que j'ai trop, je préfère laisser une fois un entraînement. Comme ça, après, je suis nouveau bien fraîche pour le prochain. Falun, février dernier. Pour son premier rendez-vous avec le gratin mondial, Nathalie frappe un grand coup sur le 10 km. Une 6e place aussi inattendue que pleine de promesses. J'ai fait un chemin assez difficile, j'ai choisi pas la même chose comme les autres. Et puis maintenant je suis 6e au championnat du monde, c'est incroyable. Une émotion intense qui a encore rapproché toute la famille. Ah oui, alors là je pense souvent encore à Falun parce que déjà
pas que la 6e place, mais c'était une grande fête, Falun. C'est fou le monde qu'il y avait, et puis c'était une fête. Ouais. C'était pas seulement des larmes à Nathalie, il y a des autres qui ont coulé après. Je pense pas seulement vers nous. Hein. Mais c'était un magnifique résultat. Alors tu fais le tour là, puis tu vas tout en haut là, contre en haut, hein? Ouais. Et puis là, depuis là, tu fais tout à plat. C'est génial, hein? On a tout entraîné ensemble et puis à présent, et les résultats, c'est comme une récolte. Ces 3 mois à l'alpage sont entrecoupés par quelques stages d'entraînement spécifiques avec l'équipe à Davos. Sur le long terme, pas question pour Nathalie de quitter sa région, ce serait briser son équilibre. Son nouveau coach et sa chef de file, Serena Bonner, du haut de ses 33 ans, en ont bien conscience. Pour moi, Nathalie, elle a besoin de ça. Alors, je ne la vois pas en dehors de ce milieu. Je pense que si on lui disait, mais écoute, maintenant tu viens à Davos et puis tu t'entraînes comme les autres, je pense que là, il y a un clash qui va se passer. Nathalie doit aussi se confronter aux autres, même si elle n'aime pas trop la civilisation. Mais aujourd'hui, en montagne, elle était à nouveau dans son élément. Et ça, c'est important. La famille von Siebenthal reprendra bientôt ses quartiers dans la région de Gstad avec ses bêtes. Mais Nathalie, comme ses 6 frères et sœurs, sait combien cette période à l'alpage est formatrice. Et elle n'envisage pas la vie autrement. Non, mais je suis une personne timide, et puis alors je préfère que c'est comme ça. Je dois pas être partout. Ah, Nathalie, c'est bien ici. Je suis tranquille, calme, c'est bien. Un sacré personnage. Florian Lorimier, vous êtes préparateur physique. On vous retrouve depuis votre institut à Neuchâtel. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Dites-moi, Florian, Nathalie von Siebenthal a une préparation physique pour le moins peu commune, mais qui semble être totalement efficace. Oui, alors je pense dans un premier temps, c'est un mode de vie qu'elle a adopté depuis plusieurs années. Ça peut y amener un avantage physique comparé par exemple à d'autres jeunes athlètes qui sont en études ou bien qui sont plus assis derrière un bureau le reste de la journée. C'est vrai que pour la suite, pour continuer à progresser, il sera nécessaire, je pense quand même, qu'elle oriente un peu plus spécifiquement son entraînement pour développer déjà des capacités de puissance, de vitesse, de force supplémentaires et puis devenir un peu plus spécifique à la discipline. Après, c'est vrai que selon les disciplines, par exemple pour le ski de fond, c'est clair que c'est une préparation qu'on peut dire de générale et qui peut être une bonne préparation d'été. Florence, ce qui est intéressant dans l'histoire de Nathalie, c'est qu'elle utilise des éléments naturels, c'est son travail de tous les jours, un travail de longue haleine, c'est le moins qu'on puisse dire, pour être très performante en hiver. Cette solution-là, pour l'instant, elle marche. Utiliser les éléments naturels, c'est aussi un concept qui vous parle. Oui, alors c'est une évolution qui a lieu quand même depuis quelques années. On est un petit peu moins au laboratoire avec les athlètes maintenant. On revient plus sur un entraînement, on va dire, plus naturel, plus fonctionnel. Ça, c'est à la mode actuellement. Après, il faut quand même un petit peu faire attention. Ça peut être le piège aussi, parce que même si elle est dans un environnement naturel, elle travaille bien sûr toutes les chaînes musculaires du corps, etc. Ça peut quand même malgré tout créer des déséquilibres avec répétition des mouvements, etc. Donc ça peut quand même aussi créer des problèmes d'équilibre de chaîne musculaire avec des blessures ou bien une limitation de la progression en performance après. Ce qui est peut-être compliqué, vous le disiez, peut-être pour la suite, si elle doit avoir un entraînement spécifique, c'est qu'elle devrait lâcher son histoire, elle a tout son vécu, elle le dit, elle vit tellement bien sa passion de ski de fond, mais pour elle, l'alpage, c'est un tout, c'est un nouvel équilibre qu'il faut penser. Il y a plus que l'aspect physique, il y a l'aspect psychologique. Voilà, alors ça justement, son entraîneur l'a très bien compris. Elle y a trouvé un équilibre émotionnel, psychologique. Et ça, c'est très important, c'est quand même le point de départ. Donc il faut essayer de le privilégier, de le maintenir le plus longtemps possible et trouver un compromis quand même avec quelques orientations un petit peu plus poussées, un petit peu plus spécifiques. Mais il faut justement y aller très progressivement et puis ne pas tout chambouler, on va dire, l'environnement de l'athlète. Mais malgré tout, pour continuer la progression, l'équilibre est bien à un moment donné, mais on sait que perturber un peu cet équilibre à certains moments, c'est ça qui va permettre de progresser et d'aller plus loin.
Un dosage jamais facile à trouver. Merci Florian, vous restez avec nous, en contact avec nous, parce qu'on vous sollicitera un tout petit peu plus tard dans cette émission pour un autre reportage. À tout de suite. Merci d'être avec nous dans ce Sport Dimanche. Hélène Sprunger et John Nicolet sont dans les starting blocks. Bah oui, il fallait que je l'utilise, cette expression. On va parler dans une poignée de secondes de l'athlétisme et de votre situation, Hélène, mais on va aussi découvrir dans cette émission que le 3 contre 3 en basket a le vent en poupe. Lausanne accueillait ce week-end une étape du World Tour. Et dans notre page football, on verra Koers Fischer est passé par toutes les émotions dans l'affiche de cette 7e journée entre Bâle et Zurich. Puis en fin d'émission, on parlera évidemment de tennis avec l'US Open et nos 4 Suisses qui seront en lice à l'occasion du dernier tournoi du Grand Chelem. Hélène Sprunger, bonsoir, soyez la bienvenue. On le voit, hein, vous êtes en convalescence. Montrez-nous ce bras, ce Robocop, comme ça on n'en parle plus ou presque plus. Vous avez décidé mi-juin de mettre prématurément fin à votre saison pour vous faire opérer d'abord du pied, puis ensuite du coude. Alors, comment ça va tout simplement, Hélène ? Ça va bien, je fais des progrès tous les jours. C'est vrai que la route est encore longue jusqu'à Rio, mais voilà, j'ai fait ça dans l'optique d'être réparée en pleine forme pour les Jeux. Donc voilà, je dois être patiente et prendre les petits progrès que je fais tous les jours comme des victoires et j'avance comme ça semaine par semaine. Pour un athlète de haut niveau, être patient, c'est peut-être le plus difficile. Hein ? Oui. Très bien. Du coup, vous n'avez pas pu partir à Pékin, mais c'est une décision raisonnable et réfléchie, frustrant. On a pu aussi le découvrir dans un reportage dans le 19h30. Mais vous avez certainement assisté à un spectacle somptueux, comme nous tous, à l'occasion de ces championnats du monde. Et il y a un monsieur qui a été époustouflant en particulier. Je veux évidemment parler de monsieur Usain Bolt, Géraldine Genetti. Dit comme ça manque un peu d'humilité. Mais il a raison. Usain Bolt a réalisé un nouveau triplé 100, 200 et 4 fois 100 mètres. Les triplés, le Jamaïcain connaît bien. Il en a déjà réalisé aux Mondiaux et aux Jeux Olympiques. Personne n'est parvenu à faire tomber le roi des couloirs, sauf peut-être cet homme. Pourtant, beaucoup ont essayé. À commencer par Justin Gatlin. L'Américain, suspendu 2 fois pour dopage, a pourtant tenté le coup sur 100 et 200 mètres, mais rien à faire. Relais 4 fois 100 mètres. Les coureurs de l'oncle Sam, finalement disqualifiés, cafouillent au dernier relais. La voie est alors libre pour les sprinteurs de l'oncle Bob. À 29 ans, l'éclair n'en finit pas de foudroyer tous ceux qui auraient l'outrecuidance de vouloir lui barrer la route. Il y a d'autres athlètes qui ont marqué ces mondiaux. Marie-Laure, vous pensez naturellement à Mo Farah, le Britannique absolument phénoménal. On peut utiliser les mêmes superlatifs pour le Britannique que pour Usain Bolt. Il a remporté le 5000 mètres et le 10 000 mètres. Il a réalisé le doublé pour la 3e fois après les JO de Londres et les mondiaux de Moscou. Cet historique est tellement logique à la fois. Mo Farah est tout simplement imbattable actuellement. Ses adversaires peuvent lui proposer tous les schémas de course. Il a toujours la réponse. Hier, c'est grâce à sa pointe de vitesse qu'il bat au sprint le Kényan Ndiku pour aller chercher sa 5e couronne mondiale. Il ne manque aux Britanniques qu'un record du monde, mais jusqu'à maintenant, il ne s'est jamais véritablement intéressé à défier le chrono. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son palmarès et c'est les médailles. Un homme, par contre, a affolé les chronos et surtout les compteurs. Il s'agit d'Ashton Eaton, l'Américain. Hier, il a battu son propre record du monde du décathlon avec 9045 points. Une performance absolument incroyable. Il est allé chercher ce total grâce à de très bons temps sur 100 mètres et 400 mètres. Mais il a vraiment dû s'arracher dans l'ultime épreuve, le 1500 mètres, pour dépasser son ancienne marque de 6 points. Il était très éprouvé, comme on le voit après la course. Pendant de longues minutes, on l'a vu ému aux larmes, mais incapable de se réjouir. Même pour les photographes, il avait de la peine à sourire. Il est allé puiser au fond de ses réserves. Hélène, vous êtes spécialiste de l'heptathlon, du concours multiple. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu décrire à quel point on peut subir la souffrance pour aller chercher de telles performances comme celle d'Ashton Eaton ? Bon, c'est vrai qu'en plus, les gens ne se rendent pas compte, mais faire un record du monde dans un grand championnat où les journées sont extrêmement longues, je pense qu'il a dû dormir 3 ou 4 heures entre les 2 jours. Donc c'est vrai que physiquement, on est déjà épuisé. Et puis forcément, ça joue toujours sur le 1500 ou le 800 mètres, qui sont les disciplines
qui sont difficiles, qu'il faut se battre au mental. Et là, il a joué stratégie. Enfin, il savait, c'est un sprinter. Hein. Usain Bolt, on lui demande de faire un 1500 mètres, il n'arrive pas au bout. Là, il est parti lentement, il a vraiment tout donné dans les 200 derniers mètres, en espérant que ça passe pour le record du monde, ce qu'il a fait. Et ça s'est joué à rien du tout, effectivement, mais c'est une très grosse performance. Au niveau féminin maintenant, s'il faut retenir un nom, John, je vous le laisse, c'est cadeau. Merci, alors je vais tout de suite m'excuser auprès de nos téléspectateurs néerlandais, vous parler de Daphne Schippers, effectivement, athlète phénoménale, médaillée d'argent sur 100 mètres, elle s'offre le titre mondial sur 200 mètres, plus que la victoire, c'est la manière qui impressionne. Un final de folie pour un temps canon sur 200 mètres, 21 secondes 63 centièmes, record d'Europe et 4e performance de l'histoire, derrière Marion Jones et Florence Griffiths-Joyner. Et dire qu'il y a 2 ans seulement, Schippers était encore une athlète polyvalente qui se consacrait avec succès à l'heptathlon. Alors dans le contexte actuel, avec les affaires de dopage qui ont marqué l'avant-championnat du monde, cette performance, elle pose un tout petit peu des questions. Et on a envie de vous demander, vous qui l'avez affrontée, Hélène, puisqu'elle était heptathlonienne par le passé, comment vous expliquez finalement cette transformation en sprinteuse de tout haut niveau, alors qu'avant c'était une adepte des épreuves multiples? Bon, elle a gagné beaucoup de choses à l'heptathlon, surtout grâce à son 200 mètres. Elle était très rapide déjà maintenant. Moi, je connais Daphne personnellement, je me suis entraînée en Hollande avec elle. Donc, c'est une fille, c'est une bosseuse, c'est une acharnée. Elle déteste perdre, c'est dans son mental. Et elle a des qualités physiques, c'est sûr, c'est un talent. Elle est hors norme. Je pense qu'elle doit avoir un niveau de testostérone pour une femme qui est quand même plus élevé que la moyenne. Elle est faite comme ça. Elle peut à peine faire des séances de musculation, sinon elle double de volume. Donc, voilà, c'est un talent pur mélangé à une hargne de vaincre et d'une volonté de gagner qui fait que, elle fait des chronos complètement stratosphériques. Quand on a effectivement le talent de base et le travail, finalement, les résultats, ils arrivent assez bien. On va s'intéresser un tout petit peu à l'équipe de Suisse. Je vais vous demander votre bilan. Vous avez suivi ça de votre canapé, mais vous avez quand même une opinion, j'imagine, sur vos compatriotes. Oui, je pense qu'on s'est tous réjouis. Je pense que les championnats d'Europe de Zurich nous ont fait beaucoup de bien. Noémie fait une finale. Après, Mujinga, Karim, Selina, 2 doigts de faire une finale aussi. Ma sœur aussi qui fait des beaux résultats. Je pense que le bilan est vraiment très, très positif. Et on est en train de s'affirmer aussi dans l'athlétisme, plus seulement européen, mais mondial. Donc je pense que c'est vraiment une bonne énergie là qui arrive. Et je pense que le bilan est plus que satisfaisant. C'est vrai que le bilan général est satisfaisant. Il a peut-être manqué un grand exploit, une médaille qui aurait ravi tout le monde. Mais si on fait les comptes, vous l'avez dit, vous avez parlé de cette finale. C'est la seule finale suisse. C'est celle de Noémie Sberen sur 110 mètres haies. La Bernoise s'adjuge une excellente 6e place sur 100 mètres haies, je corrige. On retrouve 7 Suisses d'ailleurs dans les 16 meilleurs de leurs disciplines respectives. Et pour certains, la finale leur échappe pour quelques centièmes seulement. Karim Hussein sur 400 mètres haies, Céline Abuchel sur 800 mètres. Pour sa part, Muyinga Kambodji bat ses records sur 100 et 200 mètres. À un an des JO, c'est naturellement très encourageant. Clairement, la délégation suisse progresse. Il y aura toutefois un bémol, c'est le relais 4 x 100 mètres. Il y a beaucoup d'attentes autour de l'équipe de Laurent Meuvely. Après la débâcle de Zurich l'an dernier, les Suissesses avaient envie de prendre leur revanche, mais une fois de plus, elles se sont ratées. La faute à un mauvais passage de témoin. On n'a pas envie d'être sévère avec cette équipe, Marie-Laure, parce qu'il y a une cote d'amour formidable autour de cette équipe de Suisse. Mais on a quand même l'impression que là, tous les jokers sont épuisés. Ouais. Hélène, vous en pensez quoi de ce relais? Caram va encore rater? Ou bien on peut se montrer un peu plus sévère? Maintenant, il faut... Non, mais bien sûr. Après, on a eu beaucoup... jusqu'à Zurich, avant que le témoin tombe, après 1,50 m de course, même pas, tout allait bien, parfait. Et c'est pas normal, en fait. Les gens se sont habitués à ça. Dans le relais, le témoin tombe... Il n'y a qu'à voir les relais américains pour se rendre compte que c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'on s'entraîne dur pour ça. On devrait amener ce témoin au bout. Là, on enchaîne un peu les couacs avec Zurich, level classé, là, de nouveau. Après, moi, je le vois quand même... Si le témoin passe, on est en finale et elles font un sacré chrono. Donc, regardons le positif, on apprend des erreurs aussi. Je pense que Sarah, c'était sa première grande compétition internationale. Elle était un peu stressée, elle sait ce qu'elle ne doit plus faire faux. Voilà, c'est clair, c'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien. Ça arrive les 2 fois quand on vous attend le plus. Oui. Ça aurait pu arriver à un autre événement. Oui, non, c'est dommage, c'est horrible, c'est dur, mais voilà, on ne peut pas le changer. Donc maintenant, il faut qu'on fasse tomber ce record suisse encore une fois. Absolument, c'est un relais où on pourrait vous y retrouver, puisque normalement, vous êtes une des titulaires. Hélène, vous avez 29 ans à peine. Rio, c'est votre dernier gros challenge. Comment est-ce que vous vous projetez? Merci pour le à peine. Oui, c'est le dernier gros challenge de ma carrière, je pense, c'est sûr. Le temps joue un peu contre moi avec mes opérations, mais je suis motivée comme jamais. Je pense que j'ai beaucoup d'expérience maintenant accumulée, donc
Donc voilà, je me réjouis vraiment d'attaquer cette dernière saison et puis de tenter le tout pour être sur la piste, parce que derrière la télé, c'est joli, mais c'est quand même sur la piste que je me sens le mieux. En un mot, pour conclure, Hélène, je voulais, puisqu'on fait une émission au parfum féminin, je voulais vous entendre sur l'image de vous. D'ailleurs, elle est juste derrière moi, où on vous voit plutôt musclée. Vous dites que vous ne sentez pas très féminine. Alors sachez qu'en rédaction, maintenant, les messieurs se battent dès qu'on parle d'athlétisme pour s'occuper de ça. L'image l'image que vous véhiculez, c'est une image quand même très féminine. Oui, il paraît. Après, c'est vrai que... On a des muscles, c'est pas forcément ce que je recherche. Que sur une piste d'athlétisme, ça me dérange pas du tout. C'est mon outil de travail, mon corps, donc ça fait partie de ça. Je le vis pas si mal que ça. Après, moi, je trouve pas ça hyper féminin et sexy, mais voilà, je me porte pas mal. Ça fait partie de nous. Là, avec les opérations, j'ai vu que les muscles fondaient aussi rapidement, donc ça va. Hélène, on vous souhaite tout de bon pour la rééducation, et puis on se réjouit de vous revoir. On en est persuadé, avec de gros résultats à la clé pour Rio. Il est temps qu'on s'adresse maintenant et qu'on s'intéresse maintenant entre les différences entre les athlètes au féminin et masculin. Alors, il y a des similitudes, bien sûr, mais il y a aussi un monde, notamment sur le plan psychologique. Éric Planchel et Henri Guareschi sont allés rencontrer 2 entraîneurs expérimentés. Exercice de force, de technique ou de physique, filles ou garçons, tous viennent de la même planète. Mais lorsque l'on parle de psychologie, là, plus aucun doute, les sportifs viennent de Mars et les sportives de Vénus. Avec les garçons, on peut exploser tout de suite. Les filles, il faut faire attention. La fille, elle va aller jusqu'au bout, mais c'est après le match que ça va se passer. Un petit problème qui, chez les garçons, va être oublié très rapidement, juste se régler en 1 ou 2 semaines, peut durer 6 mois, 1 année chez les filles. Hugues Ansermont, depuis 1991, il n'a entraîné presque que des filles en ski alpin. Les meilleures Suissesses et les meilleures Canadiennes. Aujourd'hui, il est responsable de la relève chez Swisski. Antonio Maregranden n'avait entraîné que des garçons, notamment en première ligue de football. Mais depuis une saison, il coach Yverdon féminin en Ligue nationale A. L'être humain étant différent, elles sont beaucoup plus émotives. L'émotionnel parfois prend le dessus, à arriver à des limites où peut-être par âge, ou peut-être par peur, ou peut-être pour n'importe quelle autre émotion, elles peuvent s'exprimer avec des larmes, jamais avec de l'agression. Haussement de voix, mais plutôt avec quelque chose de sentimental. Dès qu'elles ont un mauvais résultat, il y a beaucoup de tristesse, ça ressort beaucoup plus qu'un garçon qui va serrer les poings. Et puis après, en tant qu'entraîneur, c'est là qu'il faut apprendre quand des moments, même s'il y a des super résultats, il faut peut-être d'abord regarder quels athlètes ont mal fait, lesquels ont plus besoin de nous ce jour-là. Elles ont vraiment besoin de l'entraîneur, besoin de ce soutien, plus qu'un garçon. Parce que chez les filles, les facteurs extérieurs au sport ont beaucoup d'influence sur la performance. On sait comment c'est, une jalousie à l'école, un problème avec son copain chez les filles, c'est incroyable, ça peut influencer. J'avais une fille ici, on savait que si quelqu'un faisait une remarque sur son poids 2 jours avant la course, on était foutus. Il fallait absolument pas parler de son poids, elle faisait tellement un complexe là-dessus que d'un coup elle voyait une photo d'elle prise depuis derrière ou quelque chose, et ça la démolissait pour 1 semaine. C'est des choses qu'il faut gérer. Go, 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 go! La motivation, elle vient en leur re-questionnant. Est-ce que tu es d'accord? Maintenant, on fait une comparaison. Est-ce que tu penses que tu es dans le juste? Est-ce que tu serais prête? Mais toi, tu aimerais jouer où? En 10. Quand je vais te coacher et que je vais insister parce que tu vas m'entendre sur la voix, etc., il faut que tu acceptes et puis pas que tu prennes ça sur la partie émotionnelle et puis baisser les bras. Parce que des fois, j'ai l'impression que tu vibres un peu comme ça au niveau des... Tu es d'accord avec ça ou pas? Des fois, tu ressens quand même. Pas tout le temps. Et puis après, tu me mets dans une situation, dans une zone d'inconfort où je ne sais pas jusqu'où je peux aller avant que je te fasse craquer. Et il faut que je joue avec cette limite. Mais j'ai besoin de ton accord. Donc tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Ça marche. Accepté. Allez, go. Donc finalement, ça devient un contrat de confiance. Et dès l'instant où ils vous donnent leur confiance, vous pouvez aller très loin. Et si vous encouragez, vous la portez, finalement, elle va se surpasser. Voilà. Alors messieurs, plutôt filles ou plutôt garçons? Aujourd'hui, je pense que j'aurais beaucoup de difficultés de retourner chez les garçons. Moi, je suis plutôt fille, j'ai 4 filles à la maison avec ma femme, donc j'ai beaucoup appris des 2 côtés. J'ai beaucoup appris avec mes filles et ma famille pour m'aider dans mon côté entraîneur, et j'ai beaucoup appris, je crois, du côté entraîneur qui m'a aidé aussi à gérer avec mes filles à la maison. Allez, Florian Lorimier, on vous retrouve à Neuchâtel. Je rappelle que vous êtes préparateur physique. Vous vous occupez évidemment autant d'athlètes hommes que femmes. Est-ce si différent que cela? Attention à la réponse, Florian.
Oui, c'est différent et tant mieux. Après, c'est clair qu'au niveau de la préparation physique, l'athlète qui vient vers moi, que ce soit un garçon ou une fille, il fait déjà une démarche volontaire. Elle sait que ça ne va pas être une partie de plaisir, elle va souffrir, je vais la torturer, etc. Donc, il y a déjà un engagement qui va m'aider en somme à travailler et à lui imposer des choses. La fille, ce qui a été dit dans le reportage est juste. Je pense qu'il faut créer un climat de confiance et ça, c'est très important. Donc, au début, c'est clair, il faut dialoguer, au niveau des émotions, il faut être très fin. Mais une fois que la confiance est installée, alors là, par contre, l'athlète féminine va tout donner et c'est un contrat qu'il faut vraiment honorer jusqu'au bout. L'athlète masculin, lui, on va plutôt essayer de lui faire passer la démarche par lui-même, c'est lui faire croire en somme que c'est lui qui va prendre la décision de tel et tel acte, etc. Un petit peu plus manipulé, on va dire. C'est un art fin. Merci beaucoup, Florian, pour tous ces éclairages et très bonne continuation, bonne préparation pour tous ces athlètes. Hélène, malheureusement, j'ai presque pas le temps, mais quand même, vous êtes d'accord sur le fait que Laurent Meuvely utilise beaucoup psychologie ou pas? Ou c'est vous qu'on utilisez pour Laurent Meuvely, l'entraîneur? Joker. Non, je pense que ça va dans les deux sens. Ouais. Non, c'est clair que les filles sont plus sensibles. Il y a du boulot avec les filles, mais elles sont plus travailleuses aussi, je trouve, plus acharnées. Oui, on va finir par avoir le dernier mot dans cette émission. Moi, je vous le dis. Merci. Ce qui est sûr, c'est que...